Bonjour, nous voici dans la partie 2 du travail sur le salaire à vie qui présente notre modèle de socialisation douce et sans chaos. Il s'agit d'une socialisation partielle de l'économie française, donc pas totale, donc un aspect de la douceur, seulement les biens communs, l'eau, l'électricité, etc., qui permet l'installation d'un salaire à vie selon le principe de Bernard Friot, mais revu spécialement pour une implémentation réelle au milieu d'une économie capitaliste. On vous explique comment et on démontre la faisabilité. Nous, on veut faire une socialisation partielle, comme on l'a expliqué, et c'est nécessaire puisque comme vous le constatez, en économie 100% capitaliste, la masse de valeur ajoutée qui pourrait financer le salaire à vie n'est que de 812 milliards d'euros et par conséquent très loin des 1800 milliards d'euros. Et il se trouve que nous, on a une implémentation d'un salaire à vie un peu différent que celui proposé par Bernard Friot et qui nous permettrait d'arriver à un T0 plus delta T, quelque part entre 0 et 100%. C'est l'originalité de notre modèle. Notre modèle est aussi original par la volonté d'avoir un deal gagnant-gagnant entre les deux économies socialistes et capitalistes. L'implémentation du salaire à vie pour 54 millions de personnes ne sera pas le même dans les deux économies. En effet, le salaire à vie, selon l'appartenance à l'économie socialisée ou l'économie capitaliste, sera différent. Il sera de 2 000 à 6 000 euros par mois en économie socialisée et en économie capitaliste, il sera fixé à 2 000 euros fixe. Par ailleurs, dans ce procédé, il n'y aura pas d'augmentation de charges pour les entreprises capitalistes et les indépendants. Elles seront inférieures ou identiques à aujourd'hui et des algorithmes de plafonnage ont été prévus de manière à ce que personne paye plus qu'aujourd'hui. Ensuite, le salaire à vie sera supérieur ou égal au salaire existant en économie capitaliste pour ceux qui seront socialisés. Donc, rien ne change pour la population qui se fait socialiser, entre guillemets. Ils toucheront le même salaire net. Les bornes minimales et maximales du salaire à vie, énoncées par Bernard Friot, ne seront peut-être pas respectées pour éviter des blocages ou des obstacles à la socialisation. Il n'y aura pas d'expropriation des propriétaires brutale et de leur outil de travail, mais une juste indemnisation. Voici la forme particulière du SAV dans le cas de l'économie capitaliste, pour les salariés et les indépendants. Comme on vous l'a dit, on va transformer le salaire net en un nouveau salaire net qui sera composé de deux entités. Une partie du salaire net sera payée par l'économie socialisée, par la Caisse autonome des salaires, donc 2 000 euros, et l'employé, l'entreprise, paiera l'ancien salaire net moins 2 000. En fait, le nouveau salaire net est nouveau dans sa composition, mais il est égal à l'ancien. D'autre part, on reconstitue ce qu'on appelle un nouveau salaire super brut en appliquant une règle que ce nouveau salaire super brut sera égal au nouveau salaire net que multiplie un coefficient alpha de cotisation en milieu capitaliste paramétré. On peut fixer alpha. On l'a fixé à 2 en version de base, pour se remettre un peu dans les conditions d'après-guerre qui étaient le taux de socialisation du salaire brut de tous les salariés à cette époque. Par construction, donc, cotisation plus charge seront égales à 50% du salaire brut avec un coefficient alpha égale 2. Sinon, si alpha bouge, ça sera salaire brut moins le salaire net, la valeur de la cotisation. Bien, on va étudier les conséquences sur les coûts des salariés. Donc ce tableau s'adresse à des patrons qui pourront juger de l'économie qu'induit notre proposition de calcul de cotisation sur les économies qu'ils vont faire.
Alors du coup, la première colonne, ce sont les classes de salaire net, inférieur à 2000 jusqu'à 15 000. La deuxième colonne, c'est l'effectif des salariés dans la classe en France et le salaire net moyen qui est le milieu de la classe. Voilà. Alors, bien entendu, ça somme à 10 millions de personnes ou 11 millions de personnes, mais attention, c'est pas la population actuelle. On parle ici de l'économie de charge dans le secteur capitaliste résiduel après qu'on ait socialisé 55% du PIB en biens communs. Voilà, d'où cet effectif plus faible puisqu'il reste que 45% d'économie capitaliste et c'est donc ce reste qui sera concerné par l'économie de cotisation. Donc, avec un coefficient fourni par l'INSEE de 1,35 appliqué au salaire net, le patron voit que pour l'instant, un salarié avec ce salaire net lui coûte 3 038 €. Mais avec notre moyen de calcul, le patron paiera 2 500 €, donc une économie de 538 par mois. On refait le calcul, donc le nouveau salaire brut est composé de 2 000 € venant de l'économie socialisée par la Caisse autonome des salaires et donc le patron ne paiera que le salaire net moins 2 000 venant de la Caisse, donc bien entendu il y aura 2 250 qui est toujours le salaire net. Et il ne paiera pas 2000, ça va être ce qu'il va gagner. Donc on va le revoir maintenant puisque le coût total du salarié proposé par notre calcul, c'est 2 fois le salaire net, 2 étant le coefficient alpha qu'on a vu précédemment. Donc le coût total du salaire net est de 4500. Mais le coût final doit tenir compte des 2000 qu'il faut retrancher. Donc, le patron paye que 2500. Donc, on fait ce calcul systématiquement et on a mis un garde-fou pour éviter que dans le cas où, par exemple, dans cette ligne de 10 000 à 12 000 €, le coût aujourd'hui est de 12 800 et il se trouverait qu'avec notre méthode, ça coûterait 20 000, c'est-à-dire plus. Mais à ce moment-là, on applique un algorithme de plafonnement qui met à zéro le coût de la cotisation. Donc c'est très clair dans cet objectif gagnant-gagnant. On ne veut pas que les entreprises payent plus qu'aujourd'hui avant la socialisation. Au total, nous avons les effectifs total concernant le coût total dans la classe et en bas du tableau, c'est une économie de 44 milliards d'euros au niveau national par an pour les entreprises capitalisées. On espère que le MEDEF saura l'utiliser à bon escient. Alors, en ce qui concerne le coût pour les indépendants, on retrouve un tableau équivalent dans lequel effectivement les coefficients sont un peu différents et c'est la réalité aujourd'hui. Les coefficients ne sont pas les mêmes pour les salariés de l'industrie que pour les indépendants. Et on retrouve les classes de salaire, les effectifs, le milieu de classe. Toujours, hein, l'économie est une économie de charge. Après socialisation, 55% du PIB en biens communs. Donc, il y aurait presque 1,5 million de personnes concernées. De la même manière, un salaire net de 3 500 avec le coefficient pour calculer le coût total ferait qu'il serait ce coût total de 5 075. Notre approche propose 5 000, donc une économie de 75 € et du coup pareil, même principe de plafonnement et on va retrouver l'économie totale au niveau annuel de l'ordre de 5 milliards d'euros. Donc c'est une somme que les indépendants pourront s'en répartir en fonction de ce que proposent leurs représentants. Nous voici dans la forme particulière du SAV en milieu socialisé. Il n'y a plus de profit par construction, donc la valeur ajoutée de l'entreprise socialisée est entièrement redistribuée pour 60% en direction de la Caisse autonome des salaires pour financer le salaire à vie, 25% pour les investissements, 15% pour l'autofinancement. Et le salaire à vie en économie socialisée complet sera entre 2 000 et 6 000 €, voire plus. Donc ça, c'est l'aspect gagnant-gagnant. Je prends l'exemple d'une socialisation d'une clinique dont un des chefs de service, qui est un grand professeur, pourrait ne pas suivre la socialisation parce que son salaire serait bloqué à 6 000 alors qu'il est peut-être à 8 000 ou bien au-dessus. C'est pas notre but. On ne veut pas étêter
une société qui est fondamentale pour le secteur de la santé, pour la qualité des soins. Donc ça passera par un budget spécial dédié à ces cas de figure qui ne permettront pas de faire échouer la socialisation. Et on rappelle que contrairement à l'économie socialisée, en économie capitaliste, le salaire est bloqué à 2000, le salaire à vie. L'entreprise paye la différence par rapport à aujourd'hui. Nous arrivons au troisième flux de socialisation, qui est la fiscalité. On a fait la socialisation au milieu capitaliste par 50% du nouveau salaire brut, en économie socialisée, en répartissant la valeur ajoutée, en 60%, 25%, 15% sur les caisses ou l'autofinancement, et on arrive à la fiscalité. On a décidé, nous, qu'en économie mixte, tout le monde paierait l'impôt, au premier euro. Ensuite, on a rebaptisé les impôts. Par exemple, l'impôt sur le revenu plus la CSG devient l'impôt de solidarité. Et en plus, tous ces impôts vont être calculés par une nouvelle formule qu'on appelle l'impôt ABC, qui est une formule analytique et qui permet de calculer l'impôt à l'euro près, sans établir des barèmes d'imposition et des effets inégaux sur les seuils. Et le montant aussi pour chacun de ces impôts a été calculé de manière à ne pas dépasser ce qui est payé aujourd'hui, en moyenne. De façon à ce qu'on ne considère pas qu'on ait fait une augmentation d'impôts pour financer ou nous aider à financer le salaire à vie. Donc, on trouvera l'équivalent de l'ISOL pour les entreprises qui s'appelle l'ISOL-E, la taxe foncière des citoyens et la taxe foncière en économie capitaliste, mais sur une base différente, c'est-à-dire ce n'est plus sur la valeur locative, mais sur le vrai capital immobilier correspondant à l'année de déclaration. Donc voilà ce qu'est l'impôt ABC. Et il a été proposé par un éminent économiste qui s'appelle Gaël Guiraud. L'avantage, par exemple, c'est que, par exemple, pour calculer le taux d'imposition sur le salaire net, SN, la formule sera du type A que multiplie au numérateur SN-B et au dénominateur SN plus C, où A c'est le taux d'imposition maximal, B, le revenu imposable minimal, et C détermine la vitesse d'augmentation du taux avec le revenu, à savoir si on a sur la droite des volumes les plus élevés, on remonte plus vite vers un taux important ou pas. Donc l'avantage, c'est qu'on peut paramétrer en fonction des besoins, et d'ailleurs aussi en prenant des volumes plus adaptés, parce que pour les taxes foncières, les volumes aujourd'hui c'est la valeur locative, c'est assez compliqué, donc les taxes foncières là dans notre approche ne sont basées que sur le capital immobilier. Et donc c'est intéressant parce que cette formule s'applique à tout, et c'est pour ça qu'elle est basée sur un volume par unité de temps. Donc si le volume c'est le capital annuel qui est revisité pour savoir s'il grandit ou pas, et donc le quota de répartition pour le bien commun du flux socialisé est ajusté avec cette formule. On le verra même après, ça peut être fait en temps réel. Toujours sur ce troisième flux de la fiscalité, on passe maintenant aux taxes. Donc en économie socialisée, on va maintenir une taxe sectorielle qu'on appelle la contribution sociale. Dans un premier temps, on l'a mis plus ou moins égal au profit qu'on retire dans le transfert de socialisation d'une entreprise capitaliste, parce que les prix socialisés sont diminués justement des profits. Alors du coup, pour pas trop les perdre, ne sachant pas si on allait équilibrer le salaire à vie, on a pratiqué cette taxe qui en fait remet au prix socialisé un petit peu de profit pour nous donner de la marge, on va dire, et donc ça aussi c'est un paramètre qui se pilotera en temps réel. Finalement, cette cotisation sociale, comme en TVA, c'est une forme de contribution nette sortante, entrante, exactement comme la TVA. La TVA reste pour les entreprises capitalistes, donc l'une aura la CS et les entreprises capitalisées garderont la TVA sur une assiette moins grande. Si l'économie est mixte, bien sûr, la socialisée aura pris une partie de l'assiette de la TVA remplacée par la CS.
Et donc tout ça sera pris dans les calculs. Voilà. Alors, en résumé de tout ce troisième flux, dans cette approche, dans notre modèle, tout le monde paye l'impôt. Tous les citoyens, qu'ils soient en économie capitaliste ou socialisée, pareil pour les entreprises. Voilà, pour les entreprises socialisées, puisqu'on redistribue toute la valeur ajoutée, bien entendu que ça correspond à une fiscalité, mais beaucoup plus massive, vu qu'il n'y a pas de profit. Il faut que ça soit bien clair. Alors maintenant, on va voir quel est le but du jeu. Il faut que le total des recettes socialisées, qu'on appelle TSOC, ce que la Caisse autonome des salaires perçoit, des cotisations, couvre le total des dépenses du salaire à vie, TSAV, ce que la CAS doit reverser à tous les citoyens, 2000 en capitaliste et le salaire complet en socialisé. Donc les TSAV, on rappelle ici qu'ils sont différents dans les deux économies et que le deal gagnant-gagnant, c'est le salaire en ES est supérieur ou égal au salaire en EC. Alors on dit supérieur ou égal parce que bien entendu le minimum c'est 2000, il y en a beaucoup qui vont être calés et puis pour pas qu'il y ait de perte, c'est garanti dans la transition. Ensuite, la socialisation, on retrouve donc les trois flux, on les rappelle, donc ça vient de 50% du NSSB, la VA redistribuée en économie socialisée et les impôts et taxes. Et on va comparer si le salaire à vie est bien inférieur ou égal au TSOC dès un temps T0 de l'implémentation ou pas très longtemps après au niveau national. Bien, comment a-t-on procédé ? D'abord par une approche dite micro qui consiste à chiffrer les biens communs secteur par secteur, un par un, pour estimer le total des salaires à payer, le total du flux de socialisation qui va les combler, l'effectif, la balance de tout ça et la valeur des rachats. Les secteurs qui sont en vert sont des secteurs gratuits. Le secteur qui est en orange, il est presque gratuit. Tous ceux qui sont en marron ont un prix socialisé, c'est-à-dire c'est le prix capitaliste, débarrassé du pourcentage de profit. Voilà, alors ça varie un peu, il y a des barèmes, mais à chaque fois, le nouveau bien socialisé est inférieur au prix capitaliste. Nous avons mis en rouge le groupe de La Poste et la BSE, la Banque socialisée d'État, parce que La Poste nous intéresse car elle est représentée sur le territoire français dans quasiment tous les villages, malgré la dégradation actuelle de leur présence dans les campagnes reculées. Néanmoins, ça sera reconstitué de façon à ce que la Banque socialisée d'État ait des bureaux de façon à ce que les gens aient de quoi retirer leur salaire à vie. Alors bien entendu, on ne remplace pas les banques capitalistes, c'est-à-dire les citoyens qui touchent le salaire à vie vont garder leur banque capitaliste et simplement feront un transfert de la BSE sur leur compte capitaliste ou pas, garderont deux comptes, ils auront la liberté. Tous ces secteurs sont présentés en détail dans une partie 3 qui ne se prête pas à une vidéo parce que c'est très détaillé. Ensuite, on a une approche macroscopique qui est une approche du haut vers le bas à partir des grandes masses de la valeur ajoutée au niveau national. Voici maintenant le pilotage de l'économie socialisée macroscopique en milliards d'euros et en temps réel. Alors le premier tableau représente les grandes masses de valeur ajoutée, à savoir à gauche le niveau maximal, c'est-à-dire le PIB national, 2900 milliards d'euros. Et ensuite, le premier paramètre de l'économie socialisée, ici en rouge, qui est le pourcentage de l'économie que nous avons socialisé pour les biens communs. Donc ça, en fait, c'est un résultat micro que nous sommes obligés de mettre à ce niveau pour déclencher après des calculs ne dépendant que de ces grosses masses monétaires. Donc, bien entendu, 55% de l'économie nationale, ça représente 1595 milliards pour l'économie socialisée.
Ça représente 1305 milliards pour l'économie capitaliste. Et dans l'économie capitaliste, on vous a déjà présenté les catégories de son PIB, à savoir la place occupée par le salaire net qui est de 28%, ce qui fait en absolu 365 milliards. Le dernier pavé en vert, là, c'est la fiscalité. Alors, très important, la fiscalité, aujourd'hui, l'État a des recettes de 1100 milliards par an, mais qui comprend toutes les fiscalités, toutes les taxes, tout compris. Nous nous intéressons aux fiscalité présentée précédemment, à savoir l'impôt sur le revenu plus la CSG, les taxes foncières et les taxes sur les entreprises également, rebaptisées, mais là je vous laisse les anciens noms. Mais toujours est-il que nous allons utiliser 535 milliards d'euros. La réalité est à 532, donc on n'a pas changé la fiscalité actuelle de manière à ne pas l'utiliser pour nous aider à financer le salaire à vie. Et donc du coup, ces 535 milliards représentent 49% de la totalité des revenus de l'État pour les divers besoins. Dernière précision, la fiscalité est déjà contenue dans les 2900 milliards. Alors ne pas croire que les 1100 milliards vont s'ajouter aux 2900 milliards. Alors c'est contenu dans les 2900 et déjà une partie, c'est-à-dire que la redistribution au niveau socialisé, par exemple de la CS pour les salaires et l'investissement, on verra dans le tableau qui est en bas, elles font bien partie d'une redistribution d'un flux fiscal appelé cotisation. Donc, on arrive au tableau 2. Le tableau 2 est sous la dépendance du premier tableau puisque tous les chiffres qui sont dedans dépendent des 55%. Mais par contre, on peut aussi faire varier en temps réel tous les paramètres à ce niveau-là. Le premier paramètre, qui est le pourcentage de variation en milieu socialisé, là on le met à 0 parce que on n'a pas l'intention de faire bouger le pourcentage de variation du PIB à l'intérieur de l'économie socialisée. Par contre, la distribution 60-25-15, pour nos calculs, on les a laissés telles quelles. C'est la préconisation de Bernard Friot. Et donc, ça veut dire qu'on dégage 957 milliards pour la Caisse autonome des salaires pour financer le salaire à vie et à peu près 400 milliards pour les investissements. En économie capitaliste, rappelez-vous, on a mis alpha égale 2 puisqu'il conditionne la cotisation des entreprises capitalistes. Donc, ça permet de calculer un salaire brut de 730 milliards et de retrouver la cotisation qui est donc le salaire brut moins le salaire net, c'est-à-dire 365 milliards. Dans le cas de alpha égale 2, la cotisation égale l'ancien salaire net. Enfin, pour la partie de la fiscalité, on ne fait pas bouger les 535 milliards, on les laisse tels qu'ils sont. Et du coup, le total de TSOC, c'est-à-dire de socialisation pour financer le salaire à vie, est de 957 plus 365 plus 535, c'est-à-dire 1857 milliards d'euros. Et là, on retrouve les 400 milliards qui ne viennent bien entendu que de la partie socialisée, d'où les mêmes chiffres. Dans les prochaines slides, on verra comment on peut faire varier tous ces paramètres de manière à montrer que l'économie socialisée a beaucoup de ressources. Nous voici dans les résultats de l'approche micro, donc un tableau qui résume pour chaque secteur les recherches que nous avons fait pour estimer les effectifs, deuxième colonne du secteur, troisième le TSAV en milieu socialisé, les tarifs utilisés par ces secteurs, s'il y en a, la cotisation sociale socialisée, et puis pour les entreprises capitalistes, quel est leur TSAV, le TSOC pour l'économie socialisée, le TSOC pour l'économie capitaliste, et puis le total des salaires pour un secteur, et le total du flux socialisé pour le secteur également, et une balance réelle, et ainsi de suite. On a les résultats du total en bas de ce tableau. Tout d'abord, il faut remarquer qu'en haut du tableau, et d'ailleurs dans toutes les lignes qui sont couleur saumon, ce sont des secteurs déficitaires. Alors c'est évident qu'ils sont déficitaires parce que si vous regardez les 4 premières lignes, il s'agit de biens soit gratuits, c'est-à-dire toute la fonction publique, régalien, fonction publique plus l'éducation privée, plus l'éducation
voilà, dont l'éducation privée est socialisée, et puis la santé, les transports publics, c'est partiel comme je vous l'ai dit. Mais du coup, tous les balances sont négatives et c'est normal et ça représente beaucoup de gens et c'est ce qu'on dit, hein, 26 millions, etc. Ça, c'est les inactifs, les jeunes de 18 ans qui ne travaillent pas, les retraités, les chômeurs et toutes les personnes qui restent chez elles, même si elles font un travail de bénévolat. Donc c'est à peu près un actif sur deux, hein, et c'est ce que disent tous les capitalistes qui argumentent sur soi-disant les coûts de la sphère publique. Et donc, vous voyez, on raconte pas de bêtises. Bon, ensuite, en bleu, donc c'est les secteurs excédentaires, les lignes bleues. Donc, l'alimentation, le logement locatif est assez rentable. Et d'ailleurs, on fait que le logement locatif. Le numérique, l'industrie minière. Voilà, donc vous avez le principe de tout ce calcul répertorié. Les hybrides, hein, on vous rappelle que ce sont les gens qui pourraient travailler dans les deux économies socialisées et capitalistes, et à T0, on les a laissés en milieu capitaliste parce que c'est eux plus tard qui décideront éventuellement de se socialiser en fonction de leurs intérêts. La seule entreprise qui a été socialisée dans les hybrides, qui aurait pu être dans les deux économies, ben, c'est la Française des Jeux. Et bien entendu, on l'a fait pour nous apporter un flux socialisé permettant de financer le salaire à vie. Voilà, donc les hybrides ici avec la partie capitaliste, par exemple la FDJ, que les capitalistes, en fait, les indépendants et tout ce qui n'a pas été socialisé. Et le total ici du reste en économie capitaliste. Voilà. Donc en sommant, on s'aperçoit qu'on a un déficit de moins 467 milliards d'euros. Donc là, l'impôt n'est pas, le flux d'impôt n'est pas mis. Hein. Donc, vous avez entendu, on en a 535 milliards. Donc, vous voyez qu'on couvre les 467 et on retrouve ici les sommes qu'on a utilisées pour arriver, par exemple, les 905 milliards représentent voilà, le TSEC de 958, quand on le divise par 0,60, ça donne 1595 milliards de valeur ajoutée pour l'économie socialisée. Voilà ce que signifie ce tableau et comment on a trouvé nos chiffres. On va maintenant passer à les résultats du flux des impôts dans la prochaine slide. Voici le tableau de la fiscalité mise en place. Donc, on retrouve les impôts rebaptisés et les taxes que nous allons mettre en place. Alors, on met en place la cotisation socialisée, la CS par secteur. L'impôt sur le revenu est rebaptisé ISOL avec la CSG, ISOL E pour les entreprises, et les taxes foncières TFC donc pour les citoyens, TFEC c'est la taxe foncière pour les entreprises capitalistes, et la TVA qui ne change pas, mais son assiette est donc réduite parce qu'il y aura 55% de socialisation, il y a moins de TVA vu qu'une partie est remplacée par la CS selon les secteurs. Bien, donc la deuxième ligne représente donc le recalcul des impôts ici mentionné, en utilisant une formule qui est l'impôt ABC de Gaël Giraud, qui est un économiste, et qui propose une formule linéaire et analytique qui permet une meilleure progressivité de l'impôt, c'est-à-dire à l'euro près, l'imposition ne sera pas le même si quelqu'un gagne 1 euro de plus que quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est le point important. Et d'autre part, le fait qu'il soit paramétré par les paramètres ABC permet de prendre des décisions d'augmentation et de répartition sur les citoyens de cet impôt de manière rapide, donc permettre le temps réel d'ajustement et donc beaucoup plus facile à gérer que les tranches d'impôt. Le total disponible est donc de 535,12, le chiffre qu'on vous a présenté précédemment. Voilà, maintenant on va reprendre le tableau global des résultats, donc la dernière ligne du tableau pour bien clarifier les chiffres auxquels on est arrivé. Donc d'un déficit de 467 milliards
Et ben maintenant, on va utiliser les recettes fiscales pour les combler, c'est-à-dire les 535 milliards, et donc ça nous fait un excédent de 67 milliards. Voilà. Et on arrive à 55%, comme je l'avais mentionné rapidement, en divisant 958, qui est le flux socialisé. Le TSOC en milieu socialisé est divisé par le PIB, ce qui donne 55% socialisé. Pour les investissements, même principe, on reprend le flux socialisé du TSOC et puis on remultiplie par 60%, puis après on en prend 25% pour calculer les 400 ou 398 milliards. Alors effectivement, d'un point de vue macro, on trouvait 398 et puis nous, par les chiffres du bas, on trouve 399. Bon, donc ça c'est à peu près normal qu'on soit dessus puisque pour ce qui est socialisé, c'est nous qui faisons les calculs. Les différences sont plutôt vues dans l'estimation du reste en économie capitaliste, mais ça reste pour l'instant pour nous des bons résultats de précision. On voit bien que le SAV de 1472, hein, le salaire à vie, Friot avait dit il faut 1800 pour quand c'est pour tout le monde et avec un salaire à vie complet. Donc on pense qu'on est voilà, quelque part entre 0 et 100%, ce qui est le cas puisqu'on est à 55%. Nous voici maintenant dans les résultats des valeurs de rachat pour tous les secteurs. Donc les trois premières colonnes représentent le pourcentage des valeurs absolues qui sont dans les trois dernières et la valeur de rachat est la somme des rachats des entreprises dans le secteur. Par exemple, la santé va nous coûter 65 milliards. Le flux annuel de la santé est de 8 milliards. Donc c'est ces entreprises socialisées qui versent tous les ans 25% de leur valeur ajoutée, ben, ça fait 8 milliards. Et il faudra 8 ans donc, pour que ça soit financé pour ce secteur. Donc globalement, le coût total des rachats, c'est 560 milliards. Et avec un flux annuel de 89 milliards, ça sera épongé en 6,3 années. Mais comme vous le savez, la manière dont on socialise les entreprises se fait par un deal gagnant-gagnant et surtout moins violent qu'une expropriation, à savoir que les propriétaires touchent pendant 10, 15 ou 20 ans, ou plus, 25 ans, les profits du chiffre d'affaires de leur entreprise. Donc, par exemple, si les 560 sont à étaler sur 20 ans, ça fait 560 divisé par 20, ça fait beaucoup moins que 89 milliards. Donc, vous voyez que ça permet à la caisse autonome des salaires, à la caisse économique d'investissement, de pouvoir avoir de la marge, notamment pour la transition écologique et d'autres cas de figure qui pourraient se présenter. Voilà, donc c'est les titres d'entreprise socialisées que les propriétaires soumettent à la caisse des investissements qui leur paye en contrepartie leur 20% annuel pendant la durée établie. Nous voici maintenant dans la simulation macroscopique en milliards d'euros et en temps réel que permettent l'utilisation des paramètres de l'économie socialisée. Alors tout d'abord, on rappelle que par l'approche micro, on est arrivé à trouver que la socialisation des 55% du PIB national pour les biens communs nécessitait un salaire à vie de 1472 milliards d'euros. En fait, il était compensé par les flux socialisés qui viennent de l'économie capitaliste et socialisés par 1004 milliards d'euros et il a fallu rajouter le flux fiscal pour arriver à la somme de 1539,72 milliards d'euros, provoquant ainsi un excédent de 60 milliards d'euros. Bien. Alors, d'abord, les paramètres. Le premier, c'est celui-là. C'est le paramètre global de la socialisation du PIB national. D'accord. Et ensuite, on présentera des paramètres qui dépendent simplement que de l'économie socialisée dans le deuxième tableau et en particulier la possibilité de faire varier le PIB en ES par des actions particulières, de changer la distribution de la valeur ajoutée en économie socialisée, de modifier le paramètre alpha qui permet de calculer la cotisation en économie
capitaliste, de modifier la variation de la fiscalité d'une année à l'autre par rapport à notre calcul qui, je le répète, a utilisé 535 milliards d'euros, mais qui correspond à l'imposition aujourd'hui. Donc, elle n'a pas été augmentée pour nous aider à financer le salaire à vie. Bien. Donc on rappelle, un PIB de 2900 milliards, une socialisation à 55% qui permet de créer une valeur ajoutée de 1595. Donc la première ligne ici rappelle celle qu'on vous a présentée avant, c'est-à-dire les paramètres que nous on a appliqués pour faire nos calculs. Voilà, donc on avait mis pas de variation en ES, 60, 25, 15% tel que Friot le recommande, pour avoir une CS à 957 milliards d'euros, une caisse qui a un potentiel de presque 400 milliards par an d'investissement, alpha égale 2, on ne bouge pas, voilà, et on ne touche pas non plus à l'impôt, donc ça reste à 0. Donc ça, le premier, c'est le deuxième paramètre de la socialisation, la distribution, c'est le troisième, alpha, c'est le quatrième, et le cinquième, c'est la variation de fiscalité au cours du temps, d'année en année, mais on la laisse à 0. Premier exemple de simulation, on va faire une action qui permettrait d'augmenter le PIB en ES de 10%, d'accord, sans toucher à la distribution, ni à alpha, ni à la variation du fisc. Donc, cette variation est normalement occasionnée par des investissements très lourds, tels que des planifications intensives, mais c'est pour vous montrer la puissance du levier social. Donc, c'est par exemple de faire des investissements de l'ordre de 750 milliards d'euros par an, qui pourraient être par exemple déclenchés par ce que la caisse d'investissement peut donner, par exemple par an, exemple 250 milliards, et là on pourrait adosser une création monétaire de 500 milliards par an que pourrait proposer la BSE à la caisse d'investissement, on le verra plus tard, mais là on montre simplement que c'est possible de déclencher un tel 10%, alors moyennant des effectifs présents, des compétences, etc., mais en théorie c'est parfaitement possible. Donc du coup on voit que la caisse des salaires passe de 957 à 1052, un levier énorme, et que la caisse d'investissement passe de 398 à 438. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple de levier, essentiellement basé sur une action d'investissement importante. La deuxième simulation, qui est la deuxième ligne, hein, les lignes se comparent à la première, la ligne du tableau. Donc dans la deuxième ligne, on va modifier la distribution, c'est-à-dire qu'on donne 65% pour les salaires, 20% pour la CEI, on ne touche pas à l'autofinancement, et on obtient une augmentation de 957 à 1036 milliards d'euros pour la caisse des salaires, et 320, légèrement moins pour la caisse d'investissement. Donc, ça permet quoi ça? Ça se permet d'être fait en temps réel et donc à ce moment-là de permettre de stabiliser les caisses en fonction des besoins ou des urgences. Donc ça donne une grande garantie de stabilité au salaire à vie. Et bien entendu, les investissements peuvent, ça peut changer en 6 mois, en 1 an, à la journée. C'est en temps réel. Tous les paramètres de l'économie socialisée et ES pure peuvent être changés en temps réel, sauf ceux qui définissent le PIB, parce qu'effectivement il y a un lag time entre le moment où on déclenche un investissement et le moment où le PIB augmente pour créer sa valeur ajoutée. Voilà. Le dernier point de simulation est une combinaison d'un investissement beaucoup plus raisonnable, mais là extrêmement plus peu plausible, et d'un changement total du paramétrage de la distribution, c'est-à-dire 90 pour les salaires, on assèche la caisse d'investissement et on baisse un petit peu l'autofinancement des unités de production. Cet investissement dont on parle ici de 4% serait un investissement de 257 milliards pour la transition écologique, c'est une chose qu'on a calculé déjà, qui ne correspond pas à 10% là, qui serait vraiment extrêmement lourd et à vérifier, mais plausible, tout ça pour montrer la puissance de l'économie socialisée. Ici, c'est beaucoup plus réel. Ça veut dire que même là, par exemple, s'il faut augmenter jusqu'à
1492 milliards d'euros le paiement des salaires à vie, en étant prêt à assécher la caisse d'investissement, et bien là aussi, grâce à la création monétaire sans endettement ni intérêt, ça permet de quand même financer une transition écologique alors qu'on n'aurait pas pu la faire tout de suite à cause de cette urgence pour les salaires. Là, le but, c'est de vous montrer la rémanence, la puissance et la stabilité de l'économie socialisée grâce à la gestion de tous ces paramètres cohabitant avec une création monétaire ponctuelle sans création d'inflation. On en parle plus tard. Voilà, on arrive maintenant au cas de la création monétaire nécessaire, par exemple, pour combler un déficit de la caisse d'investissement. Et l'institution autorisée à créer la monnaie, c'est la BSE, donc la Banque socialisée d'État, qui a bien entendu d'autres rôles que simplement créer la monnaie, qui d'ailleurs se fait de manière plutôt ponctuelle et que lorsque la CEI a vraiment une contrainte de financement particulier ou un déficit. La BSE ne crée que de la monnaie scripturale, c'est-à-dire qu'en fait elle fait du crédit, c'est de la monnaie numérique, et sans endettement et sans intérêt. Justement, c'est pour ne pas empiéter sur la Banque centrale européenne qui, elle, se préoccupe aussi de création scripturale, mais surtout de la création monétaire fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque. Donc, elle continue d'interagir avec l'économie capitaliste de la France et avec la Banque de France. Donc, on a bien séparé les deux, il n'y a pas d'interférence. Ça, c'est le premier point. Maintenant, comment ça se passe? Eh bien, dans notre proposition de crédit, d'abord, il n'y a que la CEI qui peut emprunter. Ça, c'est très important pour ne pas créer de l'inflation. Et il faut aussi que le mécanisme de prêt garantisse que la monnaie prêtée est bien détruite. C'est un terme de banquier bien connu. Et la procédure se passe de la manière suivante. La BSE crée un crédit qui va, par exemple, dire, eh ben voilà, le bénéficiaire, c'est la CEI. Elle a besoin d'un montant de 250 milliards d'euros, là, pour reprendre l'exemple du pilotage paramétré il y a quelques slides en amont, sur une durée de 20 ans. Le remboursement sera de 12 milliards et des poussières, et donc ça a été fait le 29/5/2029 dans le but de faire une transition écologique. Ensuite, la BSE verse le montant du crédit sur le compte de la CEI, qui, elle, la répartit aux unités de production concernées. On vous a dit que la transition écologique concernait beaucoup de secteurs, elle ne concerne pas tous les secteurs, donc les secteurs concernés seront payés, enfin recevront ces besoins de financement pour réaliser la transition. Et bien entendu, on vous a montré dès le début, aussi bien dans la partie 1, que le cycle, la pompe à socialisation tourne, puisque toutes les UP vont rembourser via les cotisations régulières les 60% et les 25%, ou des fluctuations en temps réel. Par exemple, c'est surtout là que le côté temps réel sera géré, parce que il se peut que des fois, à un moment donné, une UP particulière ait un souci, c'est consolidé au niveau national, et si jamais la BSE ne peut pas recevoir exactement le montant des 12 milliards, l'équilibrage entre CEI et CAS se fera en temps réel pour assurer le transfert. Donc, à la fin, quand la CEI récupère ses cotisations, elle pratique ce qu'on appelle un sweep automatique, qui est elle transfère sur un compte d'annulation de la BSE, et l'annulation monétaire est faite. Voilà. Et ça efface le crédit initial. Voilà, c'est des mécanismes bien connus qui avaient déjà été utilisés dans quelques tentatives d'économie socialisée, mais la partie 4 le détaille pour les rappeler. Un petit résumé. Vous avez le tableau global total des résultats sectoriels, donc qui rappelle le déficit global de moins 467. Le fait que le total du SAV, du salaire à vie en milieu socialisé est de 1472 et le flux socialisé de 958. Donc quand on rajoute le flux de la fiscalité, on trouve un excédent de 67 milliards d'euros, comme déjà présenté, donc 535 moins 467. Les graphiques à gauche et à droite montrent que dans l'économie socialisée, il y a une linéarité par construction entre la valeur du salaire à vie
ici, et le pourcentage de socialisation. Donc là, comme nous on est à 55, on voit qu'on était à 1595 milliards, pardon, à 1472 milliards de salaires à vie. Et donc ceci est une structuration très importante de l'économie socialisée qui donne énormément de stabilité et de garantie au salaire à vie. On voit aussi dans les barres qui sont à gauche comment les flux de valeur ajoutée se répartissent en fonction de la socialisation. Donc au début, le salaire net a une part moins importante, ça grossit, mais en fait c'est au détriment des cotisations qui rebasculent pour le financer et des taxes et impôts. Pour arriver en économie socialisée 100%, où bien entendu, toutes les cotisations et les impôts n'existent plus. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer l'importance de cette linéarité dont on va insister dans la slide prochaine. Il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est la conséquence de la linéarité du salaire à vie en fonction du pourcentage du PIB en économie socialisée. Et qu'avec ces 55% de socialisation, on lève un volume monétaire de 1857 milliards d'euros pour financer les salaires et presque 400 milliards pour tous les investissements. Donc si on investit par exemple dans la transition écologique à raison de 257 milliards d'euros par an, dans toutes les économies, ça provoque une augmentation du PIB. Et d'autant plus qu'on est en économie socialisée parce que c'est encore plus stable et garanti. Les estimations sont que ça va déclencher une augmentation du PIB annuel de 3,5 à 5%. Donc si on prend la moyenne, ça représente 64 milliards d'euros par an. Ce qui est incroyable, alors que déjà on a tout payé et on était équilibré. Donc finalement, il y a une augmentation de productivité et aussi donc de valeur ajoutée, de richesse. Donc tout est possible. Par exemple, ce surcroît de valeur ajoutée par an peut aider grandement à payer notre dette. Je vous rappelle que les intérêts de la dette, c'est 60 milliards. Donc la possibilité de lever de l'argent est phénoménale dans le cadre de l'économie socialisée, sans compter la possibilité de la création monétaire. Nous voici dans la conclusion finale. En effet, donc, il est capable de pouvoir installer un salaire à vie dans les conditions qu'on a définies au milieu d'une économie capitaliste. Ça permet de payer les salaires à vie complets et minimales dans les deux économies socialistes et capitalistes. Et du coup, c'est aussi plus juste et plus égalitaire. On voit que tout le monde a accès à la santé, tout le monde a accès à l'éducation, au transport. Ça sécurise tous les revenus indépendants, les revenus des salariés, le travail et la retraite. Ça libère chacun du carcan salarial actuel qui est fragile parce que tout le monde ne sait toujours pas s'il va pouvoir rester dans une entreprise capitaliste eu égard aux politiques des dirigeants capitalistes, de délocaliser, d'augmenter les profits, soi-disant parce que le coût du salaire est énorme en France. Là, en tout cas, cet argument, les capitalistes ne pourront pas dire que l'argent est dépensé dans la fonction publique. La fonction publique n'existe plus. C'est socialisé, c'est les citoyens qui gèrent la caisse. Donc l'argent, le seul flux qui reste, et d'ailleurs qui est appliqué dans les deux économies, c'est la fiscalité. Qu'on pourrait, si la création monétaire est possible et où la stabilité des différentes caisses est établie, on pourrait baisser l'impôt, les impôts dont je vous ai parlé. Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc du coup, ça apaise la société, c'est-à-dire que moins de délinquance, les gens ont de quoi se payer les choses, ils ont enfin une vision de leur futur pour faire grandir leurs enfants, créer des familles, etc. Donc c'est compatible avec les contraintes climatiques parce que ça demande beaucoup d'investissements que très souvent les capitalistes ont du mal à réunir. C'est-à-dire que souvent, par exemple, dans l'eau, il y a des associations qui arrêtent de dire bah non, on ne pourra pas faire un forage très profond pour récupérer de l'eau
Donc du coup, vu le coût de ce forage en profondeur pour récupérer de l'eau dans des villages isolés qui en ont pas l'été à cause de la sécheresse, eh ben, pourra être fait en économie socialisée. Alors bien entendu, sous le contrôle des scientifiques qui vont dire oui, cette nappe, vous pouvez y aller, elle est préservée, etc., etc. Et donc voilà, c'est un exemple du levier que propose l'économie socialisée. Donc la gestion des UP et les besoins vont se faire en temps réel, ça c'est un point fondamental qu'on verra dans la partie 4 en détail, pour pouvoir réagir aux diverses situations que rencontrera l'économie socialisée. Donc du coup, on ne touche pas le patrimoine privé dans les deux économies. On ne change pas la logique de profit pour l'instant en milieu capitaliste. On n'attaque pas la liberté d'entreprendre. On ne fait pas payer les riches. On n'exproprie personne. On crée donc une stabilité pour les entreprises, c'est-à-dire que aussi les coûts du ferroviaire, des autoroutes sera moins cher. Certes, elles paieront pour lutter contre la pollution, mais les prix d'une manière générale, pour ceux qui doivent payer un peu, seront toujours moins chers que ce qui existe aujourd'hui. Et bien entendu, les usagers citoyens, eux, ce sera gratuit. On baisse indirectement le coût, ça je l'ai déjà dit. Ça permet donc aussi à des gens de choisir leur économie. On a dit que les hybrides, c'est des gens qui peuvent être dans les deux économies, mais on n'a pas pris la décision de les socialiser d'emblée, c'est eux qui verront à leur demande. Il est possible aussi qu'on décide de socialiser une entreprise particulière qui aurait, par exemple, une situation où elle pollue énormément et qu'elle n'a pas de quoi trouver les fonds pour y remédier. La socialisation pourrait intervenir pour régler le problème, vu bien entendu les leviers possibles. Ensuite, on peut régler le problème de la dette, comme vous l'avez vu. Donc j'espère que cette explication du financement et de notre modèle vous montre les possibles et la flexibilité qu'il y a en économie mixte de pouvoir répartir la richesse sans pénaliser les citoyens. Donc en partie 4, j'espère vous retrouver pour le détail de la gouvernance et des institutions mises en place, des responsabilités et surtout de l'environnement informatique que nous avons envisagé.